Bonjour à tous, bienvenue. Très ravi de vous accueillir dans ce deuxième Skill Talk du Passeport Dev, où on essaie de reprendre un peu toutes les compétences du passeport qui correspondent aux compétences en software engineering et de faire des focus sur certaines des compétences. Et aujourd'hui, très heureux de recevoir Thomas pour parler de CI, de CD, de pipeline. Et de voir un peu comment traiter avec respect et qualité sa CI pour améliorer son delivery, tout en gardant voilà, la visibilité sur son fonctionnement et pouvoir scaler facilement. Donc, bienvenue Thomas. Je te laisse te présenter et puis on va pouvoir enchaîner. Je vous invite tous si vous avez des questions pendant la présentation de Thomas, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, on les posera à la fin. La présentation va durer à peu près entre 20 et 30 minutes. Et puis, on pourra continuer sur un petit Q&A de 15 minutes si vous voulez poser vos questions. Voilà, je te laisse la parole, Thomas. Bienvenue aux derniers arrivants. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et puis, c'est parti. À toi Thomas. Ok. Eh ben, bonjour à tous et merci Stan pour l'invitation. C'est toujours super cool quand on me laisse la parole pour venir parler de ce sujet qui me plaît beaucoup, qui est l'industrialisation de la CI/CD. Alors si la CI/CD, ça vous parle pas ou vaguement, vous inquiétez pas, dans la présentation, je vais revenir sur la base de ce que c'est. Mais avant ça, en quelques mots, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Thomas. Si vous voulez me suivre sur Twitter, vous avez mon handle name juste sur la slide. Si vous voyez bien mes slides, hein. Yes, on voit bien. C'est bien Ok, les super. Donc j'ai commencé mon parcours dans la tech il y a environ 10 ans, par un domaine qui n'était pas du tout le DevOps, qui est un domaine qui s'appelle le HPC, pour High Performance Computing. Et en fait, mon rôle, c'était d'installer et de maintenir toute la partie software de clusters de plusieurs centaines à plusieurs milliers de serveurs Linux. Donc forcément, quand on est dans ce type de domaine, l'automatisation, ça fait partie du quotidien. Et c'est là que je suis tombé complètement amoureux de l'automatisation. Et même si c'est un domaine vraiment génial, c'est un domaine de pointe, mais j'ai commencé à avoir des mots-clés qui sont venus me parler, des buzzwords, cloud, DevOps. Et après quelques mois, j'ai succombé à ces mots-clés et j'ai décidé de changer de domaine et en fait réutiliser toute la partie Ops et automatisation que j'avais appris dans ce domaine-là pour l'appliquer dans des cycles de développement logiciel. Parce que c'est quelque chose qui me plaisait aussi beaucoup, le développement. Et c'est en suivant ce parcours qu'en 2020, je crée avec un ami la société R2DevOps, avec comme but de simplifier la vie des développeurs. Donc la vie des développeurs en automatisant les tâches et en simplifiant au maximum les workflows de développement. On puisse se dire, OK, moi ce que je veux faire, c'est du développement, je vais me focus sur produire du code, de la valeur métier, et tout ce qui est autour, l'idée c'est que ce soit le plus automatisé et simple possible. Et aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs expériences. Je vais vous raconter un peu une histoire de comment on a commencé et en fait toutes les galères qu'on a eues, euh, notamment autour de ce qu'on appelle la CI/CD. Et comment toutes ces galères nous ont amené à se poser des questions et à se dire, OK, il va falloir industrialiser et faire mieux. Donc d'abord, je vais vous parler du contexte de notre premier client. Donc ce client, c'était une équipe, il y avait beaucoup de développeurs, à peu près plus d'une centaine de développeurs, plus de 100 projets sur leur GitLab. Ils utilisaient plusieurs langages. Et donc, comme je disais, ils utilisaient GitLab. Et bon, à chaque fois que je fais cette présentation, je suis assez curieux. D'habitude, je la fais en présentiel, donc je peux demander de lever la main. Là, c'est pas le cas. Donc, si vous pouvez écrire dans le chat, une question simple, c'est dans votre domaine professionnel, quelle est la plateforme de développement que vous utilisez le plus, plateforme majeure que vous utilisez? Est-ce que c'est plutôt du GitLab, du GitHub, du Bitbucket ou autre? Voilà, donc vous pouvez répondre dans le chat. Et puis Stan, une fois qu'on a pas mal de réponses, tu peux juste me donner une petite tendance. Parce que moi, là, je vois pas comme je vous présente, je vois pas le chat en direct. Donc ce client, il avait
rien n'était automatisé à ce moment-là quand on est arrivé. Donc nous, on s'est consacré sur un projet en particulier. Et dans ce projet, donc on allait parler avec les équipes dev et ops. Et ben, il y avait une grosse problématique que vous avez dû connaître, que vous connaissez peut-être toujours, c'est que à chaque fois qu'il faut faire une nouvelle release, il y a énormément de tâches manuelles à exécuter. Donc ces tâches manuelles, j'en ai listé quelques-unes sur la slide, c'est pas exhaustif, mais il faut s'assurer que la gestion des dépendances est OK, que tous les tests passent, unitaire, intégration, sécu, faut venir créer une release note, créer un nouveau git tag, packager, compiler son programme, builder de la doc, déployer ça sur des environnements. Et toutes ces tâches, en général, c'est un fichier qui traîne dans un coin ou c'est écrit dans un README, et c'est une procédure à exécuter. Moi, personnellement, quand il faut faire ça, je veux bien le faire une fois pour comprendre la procédure, comment ça marche, mais le faire à chaque nouvelle release, personne n'a envie de faire ça manuellement. Et c'était le cas de cette équipe. Donc on s'est dit, OK, cette équipe, clairement, ils ont une mauvaise expérience. À chaque fois qu'il faut livrer leur code, ils ont énormément de tâches à faire. C'est super chronophage. Ça leur prenait au moins 3 heures, c'est répétitif. 3 heures quand ça se passait bien. Il faut avoir des environnements spécifiques pour exécuter toutes ces tâches qui sont très rarement automatisées. Donc, il y a telle personne sur son poste ou sur un serveur qu'il a dans un coin, il y a le bon environnement, il faut aller le faire là-bas. Donc, c'est quelque chose qui peut être problématique, il peut y avoir beaucoup d'erreurs humaines. Ça demande beaucoup de compétences dev et ops. Et surtout, à l'échelle d'une entreprise, quand on a plein de projets, c'est quelque chose qui est pas scalable. C'est pas viable de continuer à tout faire manuellement comme ça. Ça repose trop sur des personnes en particulier, sur des compétences en particulier, et c'est pas quelque chose de pérenne. On s'est dit, OK, ça fait plusieurs années maintenant qu'on sait automatiser tout ça. Ce qu'on va faire, c'est simple, on va mettre en place de la CI/CD. Et la CI/CD, qu'est-ce que c'est? La CI/CD, c'est l'acronyme de Continuous Integration, Continuous Deployment, ou Continuous Delivery, mais bon, je pense pas que la nuance soit super intéressante pour aujourd'hui. Le but, c'est de dire, OK, toutes les tâches que je vous ai listées juste avant sur la slide, toutes ces tâches manuelles, donc celles-ci qu'on n'a pas envie de faire, on va venir les automatiser. C'est un process qui va s'exécuter automatiquement, qui va les faire pour nous. Et le but, c'est que dans la partie intégration, on vienne regrouper tout ce qui va être test de qualité, donc par exemple du lint de code, test de sécurité, test fonctionnel, test unitaire, etc. Compilation du code, compilation ou packaging, en fait avoir en résultat un artefact utilisable. Et donc logiquement, quand on a fini cette partie intégration, on a quelque chose qui est prêt à tourner. Et ensuite, on passe dans la deuxième étape, qui est le continuous deployment, où là, on va prendre ce quelque chose qu'on a généré et on va le mettre sur des serveurs, ou on va le publier sur des registries, ou on va le mettre directement sur les serveurs pour le faire tourner. Et pourquoi continuous? C'est parce que le principe, c'est qu'on fasse tout ça vraiment en continu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va pousser du code, à chaque fois qu'on va pousser une nouvelle version, on va lancer tout ça. Alors, on va pas forcément aller jusqu'au bout, quand c'est dans des branches de dev, des branches de feature, on va pas aller jusqu'au déploiement sur les serveurs. On va s'arrêter potentiellement à la fin de l'intégration. Mais l'idée, c'est que voilà, dès qu'il y a du nouveau code, on lance tout ça. Ce qu'avant, on faisait manuellement, c'était extrêmement chronophage, donc on pouvait peu le faire. Maintenant, vu que c'est automatisé, on peut le faire systématiquement à chaque fois pour pouvoir détecter les problèmes au plus vite. Et éviter les erreurs humaines aussi. Donc là, j'ai une seconde question à laquelle vous pouvez répondre aussi dans le chat. Aujourd'hui, alors d'habitude, je pose la question dans le sens, qui a systématiquement de la CI/CD sur ses projets? Mais je pense que, vu les réponses que j'ai d'habitude, je vais la retourner la question. Et je vais dire plutôt qui aujourd'hui ne fait pas encore de CI/CD dans ses projets, dans votre entreprise ou chez vos clients, si vous êtes en prestat, ce genre de choses, qui a des projets sans CI/CD, qui fait encore des choses manuellement. Et pendant que les gens répondent, je peux te dire que sur GitHub, GitLab, on était à peu près à 50-50 dans les réponses, avec un petit Bitbucket qui se promenait au milieu de tout ça. Ok. Ah, c'est intéressant parce que ça change de d'habitude. D'habitude, ce que j'ai, c'est plutôt du GitLab 70-80%. Le reste de GitHub,
et quelques Bitbucket ou autres dans un coin. Donc ok, c'est intéressant. Là, on a plus une communauté GitHub que d'habitude. Alors quelque chose que j'ai pas précisé, c'est vrai, c'est ce talk là, ce que je vais vous parler quand on va parler de la partie technique. Ça va être plutôt basé sur GitLab CI. Mais bon, après, les concepts sont les mêmes entre GitHub Action, qui est le système de CI sur GitHub, et GitLab CI. Donc, pour ce client, on s'est dit, OK, on va faire de la CI/CD. Donc, on va faire de la CI/CD sur leur GitLab en utilisant GitLab CI. Donc, GitLab CI, c'est un service qui est proposé dans toute la stack de services GitLab et qui permet de faire tourner du code pour automatiser des actions. Et donc, ce qui se passe, là, ce que vous avez devant les yeux sur la slide, c'est ce qu'on appelle un pipeline. Donc, c'est un pipeline assez simple. C'est un pipeline en 3 étapes. Donc, on voit la première, ces étapes, on les appelle des stages dans GitLab. Donc, le premier stage, c'est build. Le second, c'est test. Le troisième, deploy. Et le principe, c'est que chacun de ces stages, il s'exécute de façon séquentielle. Build va s'exécuter. Une fois que c'est terminé, test. Une fois que c'est terminé, deploy. Et si à un moment, on a un stage qui, au sein duquel il y a un problème, par exemple, il y a une des bulles ici qu'on voit qui se passe pas bien, bah, ça va s'arrêter, on va pas aller au stage suivant. Et au sein de ces stages, on a donc, bah, j'ai appelé ça des bulles là visuellement, mais ça s'appelle des jobs. Et quand un stage se lance, tous les jobs se lancent. Donc par exemple ici, bah, ce qu'on a, on a un stage build. Au sein du stage build, on a 2 jobs. Un premier Docker build qui va basiquement prendre un Dockerfile, en builder une image Docker, la publier. Et un second mkdoc qui va prendre des sources Markdown et qui va en faire une documentation au format HTML. Une fois que ces deux-là sont terminés, que ça s'est bien passé, on passe à l'étape de test, où là, on va tester des choses sur le code, on va tester l'image qu'on vient de générer avec un outil qui s'appelle Trivi, par exemple, pour aller chercher des CVE, ce genre de choses. Et si tout ça s'est bien passé, bah là, sur ce pipeline qui est assez simple, hein, on va utiliser un job qui s'appelle Pages pour déployer la documentation qu'on a générée ici. Donc, il y a aussi des artefacts qui peuvent se passer entre les stages. Et à chaque fois, dans un projet où on a un pipeline comme ça, à chaque fois qu'un développeur va pousser du code, eh ben, ça va se déclencher. Ce pipeline va se déclencher. Alors, l'URL ici n'est pas à jour, mais j'ai un projet spécifique pour Passport Dev auquel je vais vous montrer ce pipeline que je viens de vous montrer à l'écran. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans sa conf? Donc pour ça, j'ai un projet tout simple qui s'appelle Passport Dev, passport.dev. C'est du Node.js avec Express qui juste expose une API qui est un Hello World. Voilà, une API Hello World avec une seule route. Donc ce projet, il a un Dockerfile, il a du code JavaScript, app.js, et il a un répertoire de documentation avec à l'intérieur de la documentation Markdown qui documente mon API. Donc ce projet, il va faire office du projet qu'on avait chez notre client. En beaucoup plus simple, évidemment. Et donc, on a commencé à vouloir écrire de la CI sur GitLab pour ce projet. Donc là, on va passer dans le terminal. Et ce qu'on fait quand on veut écrire de la CI dans un projet GitLab, il faut écrire la configuration de la CI. Et par défaut, il faut créer un fichier qui s'appelle comme ça dans votre repo Git. .gitlab-ci.yaml. C'est le nom par défaut que GitLab reconnaît. Cette configuration, il faut qu'on l'écrive en YAML. Il y a une documentation en ligne. Si vous allez sur la doc GitLab, il y a une référence qui référencie vraiment toutes les options disponibles, tous les keywords disponibles pour venir configurer cette conf GitLab. Et quand on commence à faire de la CI et qu'on part d'une feuille blanche, il n'y a pas trop d'autres moyens que d'aller voir cette doc, d'essayer de comprendre comment faire ce qu'on veut faire, aller prendre des exemples qu'on trouve qui existent déjà sur le net, copier-coller des choses. Et donc nous, quand on a commencé pour ce client, on était un peu dans cette situation où on partait de la feuille blanche. On s'est dit, ok, il n'y a pas vraiment de référence à réutiliser, il faut qu'on se débrouille. Et donc je pense pas qu'on aura le temps que je crée tout le fichier à la main, mais je vais prendre un fichier qui existe déjà pour vous montrer de façon super succincte ce à quoi ça peut ressembler une configuration de CI. Donc la première étape, c'est de définir ici une liste de ce qu'on appelle les stages. Donc les stages, je vous ai montré, c'est les grandes étapes sur le pipeline.
Donc ici, on a un seul stage, pour faire simple, qui s'appelle build. Les stages, on peut les appeler comme on veut, hein. Moi, j'ai mis build, test, deploy dans l'exemple tout à l'heure, mais vous pouvez vraiment mettre les noms que vous voulez. Et au sein de ces stages, on va venir déclarer des jobs. Donc là, on a un job qui s'appelle mkdoc. Son rôle, c'est de venir prendre des fichiers Markdown, builder ça dans un joli HTML pour pouvoir avoir une jolie documentation. Et donc dans GitLab, pour déclarer un job, on écrit simplement son nom à la racine du YAML. Donc là, j'ai écrit mkdoc. J'aurais pu écrire ce que je voulais comme nom. On renseigne le stage au sein duquel il appartient. Donc là, pour le coup, build. Et ensuite, pour faire tourner de la CI sur GitLab, il y a plusieurs manières. Mais la manière aujourd'hui la plus répandue, la plus utilisée, c'est de lancer tous les jobs dans des instances de containers. Et donc, ces instances de containers, on les spécifie avec l'option, pardon, les images des containers sur lesquels on va créer nos instances. On utilise l'option image et ensuite on spécifie le nom. Et ce nom-là, on peut mettre un registry qui vient de partout sur Internet. Là, en l'occurrence, ça vient du Docker Hub. Et donc, ce qui s'est passé, nous, quand on a commencé à créer cette CI pour notre client, bah, bêtement, ce qu'on a fait, on est allé sur le Docker Hub. On est allé sur le Docker Hub et on a tapé, par exemple, bah, si on voulait générer de la documentation, dans notre cas d'exemple, là, mkdoc. Et donc là, j'ai plein d'images qui permettent de générer de la doc avec du mkdoc. Et on en a pris une et on s'est dit, OK, je prends celle-là. Et donc là, il suffit de copier le nom de l'image. On le met ici et GitLab va venir savoir la pull l'image pour lancer votre job à l'intérieur. Et donc, quand on parle de job, le job, son rôle, c'est d'exécuter du shell, hein, exécuter des commandes, tout simplement. Et donc ça, c'est fait avec l'option script. Et l'option script, le mot-clé script, ici, on vient créer une liste. Et là, on peut écrire absolument ce qu'on veut dans la conf. Donc là, moi, je sais que pour builder ma documentation, il faut que j'exécute mkdoc build qui permet de lancer mkdoc et de dire build-moi le HTML. Donc là, c'est très simple. J'ai que cette commande-là. Mais en dessous, là, vous voyez, j'ai écrit echo build done. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dans le shell, en commande de shell, du moment que l'image que vous avez utilisée contienne bien l'environnement pour exécuter ce que vous avez besoin d'exécuter. Donc, une fois qu'on a fini ça, on peut se dire, OK, c'est terminé, j'ai mon job qui se lance, qui build ma documentation. Le problème, c'est que quand on lance des jobs comme ça sur des images, ce que fait GitLab, le process, c'est que GitLab, il crée une file d'attente de jobs à exécuter. Il y a des runners qui sont liés à GitLab. Si vous utilisez gitlab.com, il y a plein de runners par défaut vous n'avez pas besoin de configurer, qui sont déjà là. Vous créez juste le fichier de conf et vos jobs s'exécuter. Et donc, ces runners, ils viennent pick des jobs dans la file d'attente. Ils exécutent le job, donc ils instancient un container, ils lancent le job. Quand c'est terminé, ils envoient deux choses à GitLab. Le statut, est-ce que tout s'est bien passé ou non? Concrètement, dans l'exécution du shell, si à un moment il y a un code de retour qui est différent de 0, ça s'est pas bien passé. Si tous les codes de retour sont à 0, ça s'est bien passé. Et la deuxième chose, c'est qu'il envoie les logs. Il envoie tous les logs d'exécution. Donc une fois que mon job est terminé, dans GitLab, je peux retrouver les logs et le statut. Par contre, moi là, dans ce cas-là, je viens de builder du HTML et j'en ai besoin de ce HTML, j'ai envie de le récupérer. Et donc c'est pour ça qu'il y a l'option qui s'appelle Artifact et qui permet de dire à GitLab, il y a certains fichiers, certains chemins que j'ai écrits dans mon container sur le file system qu'il faut conserver. Donc là, il y a le keyword artifact qui permet de dire tous ces chemins-là, là en l'occurrence j'en ai un seul qui s'appelle site, conserve-les. Et pourquoi site? Parce que je sais que mkdoc build, quand il génère son HTML, il le met dans un répertoire qui s'appelle site par défaut. Voilà, donc ça c'était pour vous donner une idée des mots-clés GitLab et de comment ça marche finalement sous le capot, comment on écrit une conf CI/CD. Et ce que je vais vous montrer rapidement, sans la détailler cette fois, mais une conf qui ressemble plus à une conf de la vraie vie. Donc voici ce à quoi ça peut ressembler, une conf de pipeline. Donc là, j'ai tout un tas de jobs avec plein d'options, des options qu'on n'a pas vues là, hein, parce que là, on a vu vraiment les options essentielles. Et si je descends tout en bas, je vois que je suis à 512 lignes de YAML. Qui n'est pas forcément super agréable à lire, pas forcément super agréable à comprendre, et on n'a pas trop envie de mettre les mains dedans. Et donc,
On a créé ce type de configuration que je viens de vous montrer, donc qui font plusieurs centaines de lignes de YAML, voire plusieurs milliers des fois. On a créé ça pour notre client et on s'est dit, OK, c'est bien, on a un pipeline, les tâches sont automatisées par notre client, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc on s'est dit, on va faire le bilan de ce qui s'est passé. Donc déjà, ce qui s'est passé, c'est que pour créer ces pipelines, on a dû mettre en place des efforts. Donc ces efforts, c'est des efforts normaux, mais c'est l'apprentissage de la syntaxe, comprendre comment ça marche GitLab CI, écrire toutes les configurations. Pour chacun des jobs, identifier les outils dont j'avais besoin pour pouvoir exécuter le job. Donc là, je vous ai montré MKDoc, c'est un cas assez simple, mais il y a plein de cas où il faut exécuter des outils spécifiques. Il faut identifier ces outils, il faut trouver les images Docker qui contiennent ces outils. Et là, ce que je vous ai montré, c'était le cas un peu naïf où on allait prendre sur Docker Hub une image un peu au hasard qui contenait l'outil. Mais on s'est vite rendu compte que ça pouvait poser un gros problème de sécurité, parce que sur le Docker Hub et sur des registres publics, en fonction des statuts des images, on ne sait pas qui les maintient. Et finalement, venir utiliser une image dans notre pipeline de CI/CD, c'est venir utiliser quelque chose au cœur de notre supply chain. Quand une image est exécutée dans notre pipeline CI/CD, elle a accès à notre repo Git, peut faire des commits dedans, elle a accès à des tokens pour publier des choses sur le repo sur GitLab, elle a accès à tous les secrets aussi de la CI/CD. Donc typiquement, si dans votre CI/CD, en fin de chaîne, vous déployez sur un serveur Amazon, il y a votre token AWS qui est accessible parmi tous les jobs. Et donc prendre une image dont on ne truste pas la source et venir l'exécuter là, c'est quand même quelque chose de super sensible. Donc cette sélection des images, elle est complexe, elle demande encore plus d'efforts. Des fois, souvent même, on est obligé de finir par builder les images en interne. Une fois qu'on a tout ça qui marche, on doit tester les jobs, on doit tester le pipeline qu'on a construit. Ça, certains d'entre vous ont déjà beaucoup mis la main dans du GitLab CI, peut-être même du GitHub Action. Je pense que vous devez avoir des souvenirs assez douloureux de pages de pipeline où tout est rouge, de dizaines et dizaines de pages de pipeline où tout est rouge, où à chaque fois vous faites des nouveaux commits pour tester des nouvelles versions. C'est assez chronophage ces tests. Et la dernière étape des efforts mis en œuvre, c'est le formatage des résultats. Donc ce qu'on a vu dans l'exemple, c'était un cas assez simple où il y avait juste un répertoire à conserver, l'artefact. Mais bien souvent, ce qu'on veut, quand on a des résultats de CI, par exemple des rapports de test, on a envie de les exposer d'une façon simple à nos développeurs. On ne veut pas que les développeurs aient à aller chercher dans les logs. L'idée, c'est que ce soit tout de suite accessible, par exemple dans une merge request ou dans une pull request, avoir le résultat. Et pour faire ça dans GitLab, il faut formater les résultats des jobs dans des formats spécifiques. Donc tout ça, ça nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Pour au final, quel résultat? C'est quand même positif. On a des tâches automatisées. Mais on se rend compte qu'on a créé 3 problèmes. C'est que déjà, on est venu créer un SPOF dans le workflow du client parce que maintenant que plus personne fait ses tâches manuelles, c'est le pipeline qui est responsable pour faire ces tâches. Si ce pipeline s'arrête de fonctionner, tout s'arrête. L'équipe peut plus release de nouveaux codes, tout est bloqué. Et ce pipeline, on a vu que sa maintenance était super complexe. Quand je vous ai montré les 500 lignes de YAML, c'est pas quelque chose dans lequel on a envie de mettre les mains. Il n'y a pas vraiment de manière standard de le documenter. Et c'est super difficilement maintenable. Chez ce client, en l'occurrence, on a eu beau former les équipes sur qu'est-ce qu'il y avait dans le pipeline, comment le maintenir. La maintenance est très complexe pour eux, surtout qu'en général, ce qui se passe avec les pipelines, c'est tant que ça marche, tout le monde s'en fout. Ça fonctionne, on ne calcule pas. Et le jour où ça ne marche pas, là, c'est la panique et on ne sait plus comment le maintenir. Et donc, en plus de ces 2 problèmes, il y en a un troisième, qui est le risque de supply chain attack. Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, dans la sélection des images de containers. Le pipeline, c'est quelque chose d'ultra sensible parce que c'est au cœur de notre supply chain. Et donc, créer son pipeline à partir de ressources externes qu'on vient piocher un peu partout, c'est quelque chose de ultra risqué et ça peut être une nouvelle surface d'attaque. Et donc, mon client je vais revenir là. Donc, notre client était quand même super content, malgré qu'on avait identifié ces 3 problèmes qu'on lui en avait parlé. Lui, il était content, il avait quelque chose d'automatisé.
Donc il a dit, bah, c'est super, ça marche bien sur ce projet, je vois qu'on arrive à livrer plus vite, les équipes se prennent moins la tête sur ces parties-là. Bah, maintenant, moi j'ai plus de 100 projets, je veux faire ça sur mes 100 projets. Donc là, à partir de ce moment-là, euh, c'est vraiment parti dans tous les sens. Chaque projet, chaque équipe a pris des projets et a commencé à créer de la CI/CD dans leur coin. Donc, en faisant des copier-coller du pipeline qui était déjà existant ou en créant des nouveaux jobs. Et on s'est retrouvé avec des cas, par exemple, où on a vu dans 10 projets différents, 10 jobs différents qui avaient exactement le même objectif, qui était en l'occurrence, par exemple, de builder une image de container. Et ben, dans 10 projets, on avait une implémentation différente. Donc, les équipes avaient réinventé la roue, clairement, et c'était parti from scratch, et ils avaient leur propre implémentation. Construit de manière totalement hétérogène, donc super difficile à maintenir à l'échelle. Et donc, on se rend compte que, bah, en fait, c'est un projet. Donc, les efforts mis en place pour créer un pipeline, ils ont été multipliés par 100, et les risques introduits dans les résultats, bah, ils se sont multipliés par 100 aussi. Et un jour, mon client, au fur et à mesure que les équipes commencent à créer leur projet, donc il nous dit, bah, c'est bien, j'ai de la CI/CD, ça s'automatise, mais maintenant, ce que j'aimerais bien avoir, c'est une vision globale sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui est implémenté dans les projets. Est-ce que toutes les chaînes sont couvertes partout? Où en sont les projets? Et là, le problème de ça, bah, c'est que sur GitLab, pour pouvoir voir ce qu'il y a dans la conf CI/CD, eh ben, la seule manière, c'est d'aller à la main dans chaque fichier CI, dans chaque projet, d'essayer de comprendre ce qui se passe. On a vu que c'était pas forcément simple, et d'en tirer des informations et d'écrire. En général, ça se passe dans un Excel, hein. On ouvre un Excel, on écrit bah, tel projet, il fait telle étape dans sa CI, et c'est valide ou pas. Et donc, on a dû commencer à faire ça, à faire un recensement manuel de tous les projets. Donc ça a pris des jours, voire même des semaines. Et, et le pire dans tout ça, c'est que pendant qu'on faisait notre recensement, la CI, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, parce que ça évolue avec le code, il y a des nouveaux tests à faire aussi. Et donc, on s'est rendu compte que ce recensement qu'on avait fait à la main, bah en fait, quand on l'a donné au client, il était déjà obsolète parce que les configurations avaient évolué. Et clairement, c'est quelque chose que je souhaite à personne. De faire ce recensement de CI, ça a vraiment pas été un moment facile dans cette presta. Et donc, on s'est dit, OK, on a mis en place de la CI/CD. Notre but, c'était d'améliorer l'expérience des développeurs. Est-ce que l'expérience est meilleure qu'avant? Donc, quand c'était tout manuel, c'était clairement une mauvaise expérience. On s'est dit, là, est-ce que c'est toujours le cas? Et ben, on se rend compte qu'en fait, c'est toujours une mauvaise expérience à l'échelle. Sur un ou deux projets, quand on fait de la CI/CD manuelle, ça se passe bien. Mais à l'échelle d'une entreprise, quand il y a plusieurs dizaines, plusieurs centaines de projets, voire même milliers, hein, bah, c'est toujours pas une bonne solution. Parce que déjà, c'est super chronophage à la création. C'est très complexe à maintenir. C'est toujours un problème pour les équipes. Le but à la base de ces pipelines CI/CD, c'est de dire aux équipes, bah, vous avez plus à vous embêter sur cette partie. Vous construisez l'automatisation et ensuite ça roule et vous n'avez plus besoin de vous inquiéter là-dessus. Vous pouvez vous concentrer sur créer leur métier. Bah là, c'est pas le cas. C'est toujours un problème. On introduit une grande surface d'attaque et surtout, il n'y a aucune visibilité sur ce qui se passe à l'échelle. Et donc, on se rend compte que, en fait, en faisant cette expérience, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, bah, les systèmes pour créer de la CI/CD, c'est de l'artisanat, en fait. Et donc, parfois, de l'artisanat très bien fait, très bien construit, mais ça reste de l'artisanat et c'est compliqué à mettre en place et c'est encore plus compliqué à faire évoluer à l'échelle. C'est toujours pas l'expérience qu'on voulait pour les développeurs. Ils peuvent pas se focus sur produire du code. Ils passent leur temps à galérer avec des problèmes d'intégration et de déploiement. Donc, on s'est posé la question, en fait, comment repenser l'expérience CI/CD pour qu'elle soit plus artisanale, mais qu'elle devienne industrielle, soit robuste, évolutif à l'échelle, et tout en restant accessible pour les développeurs euh, de tout niveau, qui ne sont pas forcément des experts absolus de la CI/CD. Donc, ça nous a demandé pas mal de réflexion. On a identifié quelques best practices. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois que le chrono tourne. Donc, bah, la première partie, c'est la réusabilité. Bon, ça, c'est assez, vous allez me dire, c'est assez évident.
dans le dev, on le fait depuis très longtemps, réutiliser des bouts de code au lieu de les réécrire à chaque fois. Ben, bizarrement, dans la CI/CD, c'est pas encore un réflexe que tout le monde a. Il y a beaucoup de copier-coller, c'est beaucoup ce qu'on voit chez les clients, où on copie-colle dans tous les sens. Donc, euh, c'est pas maintenable et c'est pas forcément réutilisable facilement. Donc, le premier point, c'est de venir créer des blocs de CI/CD qui soient réutilisables pour l'industrialiser. Surtout que dans la CI/CD, on voit que pour des projets de type similaire, dans la plupart des cas, le pipeline il est similaire au moins à 80%. Il y a peut-être 20% de spécificité, mais 80% des choses, c'est les mêmes. De la modularité aussi, bah, pour pouvoir réutiliser efficacement, il faut que les bouts de pipeline qu'on utilise ils soient modulaires, que ce soit assez composable. De la standardisation, où, bah, je le disais tout à l'heure, il y a 20% de, de spécificité, mais il y a 80% de standards. Donc l'idée, c'est que définir un standard pour ces blocs de CI/CD réutilisables qu'on va écrire. Et surtout, le standard, bah, ça permet aux gens de facilement comprendre un bloc de CI/CD et de facilement l'utiliser pour eux. De la documentation, pareil, ça paraît évident, mais si aujourd'hui vous avez de la CI/CD, bon, là pour le coup, c'est pas une question. Enfin, si on peut faire une question, allez, répondez dans le chat. Si vous avez de la CI/CD aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'elle est bien documentée? Oui ou non? Souvent, la réponse qu'on a vue en allant voir des clients, c'est que non. En fait, même si ça nous paraît évident dans le dev de documenter, dans la CI/CD, c'est pas fait. Un autre point, c'est le versionnement. Donc, une fois qu'on a des blocs standards de CI/CD réutilisables et documentés, il faut qu'ils puissent être versionnés. Parce qu'on a vu, le pipeline, ça devient un élément critique d'un projet. C'est véritablement un SPOF. Et on ne peut pas se permettre de venir utiliser de venir inclure un bloc dans notre CI/CD qui ne soit pas versionné. Parce que s'il n'est pas versionné, s'il évolue depuis sa source, ben, ça peut casser notre pipeline. Et casser le pipeline, c'est vraiment le pire qui peut arriver quand on fait de la CI/CD. Et le dernier point, c'est de centraliser tout ça à l'échelle d'une entreprise, voire même globalement avoir une place unique, euh, un peu comme le Docker Hub, où c'est la référence pour aller chercher des images Docker, un peu comme GitHub, où c'est la référence pour aller chercher des, des projets open source, ou même, certains d'entre vous connaissent la GitHub Marketplace pour aller chercher des GitHub Actions. Pour la GitLab CI, il n'y a pas cette place. Donc l'idée, c'est d'avoir une place centralisée où les bouts de CI avec toutes les best practices qu'on vient de lister, d'avoir une place centrale pour venir les trouver. Donc tout ça, on a vu certains clients qui commençaient à l'implémenter chez eux. Il y a pas mal d'initiatives qui commencent à le faire. Vous avez peut-être des initiatives comme ça dans vos entreprises pour venir l'industrialiser. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est donc suite à cette expérience client et à d'autres assez similaires, on s'est dit tous ces points, on va les mettre en œuvre au travers d'une plateforme. Ah, excusez-moi, j'ai oublié un point. C'est l'auditabilité. Donc là, l'auditabilité, c'est pouvoir observer ce qu'on a dans notre CI/CD. Donc ça, c'est le dernier point que je vous disais quand le client disait qu'est-ce que j'ai en fait dans mes pipelines. Et donc, comme je vous disais, tous ces points, on est venu les mettre en œuvre à travers une plateforme qui s'appelle R2DevOps. Donc R2DevOps, donc au début, c'était juste une plateforme CI/CD une marketplace CI/CD open source où on venait proposer plein de briques de CI/CD GitLab réutilisables. Si vous voulez, un peu l'équivalent d'une GitHub Marketplace, mais pour des jobs GitLab. Sauf que tout est open source, il n'y a pas de choses payantes. On a commencé à présenter ça dans des meet-ups, dans des confs, on a vu que ça plaisait, et donc de là, on a commencé à créer une plateforme pour les entreprises, donc une véritable plateforme où les entreprises peuvent créer leur marketplace privé et une ressource d'entreprise, avec un éditeur de pipeline low-code aussi. Une fois qu'on a notre marketplace, l'idée c'est de permettre aux développeurs de venir prendre des bouts de la marketplace et juste comme des Lego, venir les assembler pour créer leur pipeline pour leur code. Et surtout pour la partie auditabilité et observabilité, un dashboard CI/CD qui vient faire de l'analyse statique sur toutes les confs CI/CD sur l'organisation et qui remonte des métriques en temps réel. Donc je vois que je suis pas très bon niveau timing, je déborde pas mal, mais je vais vous montrer très rapidement à quoi ça peut ressembler. R2DevOps.
Donc là, ce que je vous montre devant les yeux, c'est le dashboard qui permet de faire toute la partie observabilité, auditabilité. Donc l'idée, c'est qu'on remonte plusieurs métriques. Donc 2 métriques principales, une métrique de sécurité, une métrique de maintenabilité. Et derrière tout ça, donc ça, c'est des notes globales qui sont calculées à partir de métriques plus précises. Par exemple, sur la sécurité, on va regarder toutes les images de conteneurs qui sont utilisées dans la CI/CD. Est-ce que c'est des images safe, trustées ou pas? Est-ce qu'il y a des secret leaks dans la conf CI/CD? Est-ce qu'il y a des variables qui sont exposées? Sur la partie maintenability, on va venir regarder si la CI/CD elle est composée plutôt à partir de templates réutilisables ou à partir de code hard-codé, principalement. Et quand c'est des templates réutilisables, on va vérifier que les templates sont bien à jour et sont bien versionnés. Je ne vais pas vous montrer tous les onglets en détail parce qu'on n'a pas le temps, mais l'idée ici, c'est qu'on puisse venir voir pour chacun de mes projets, quel type de CI/CD tourne dessus et comment c'est composé. Donc, comme je le disais, est-ce que c'est des templates, est-ce que c'est hard-codé? On peut également voir avec une granularité assez précise tous les jobs qui sont dans mon organisation et est-ce qu'ils sont hard-codés ou est-ce qu'ils viennent de templates. Un onglet sécurité où on vient voir donc les secrets, les variables, les containers. Voilà. Je ne vais pas passer en détail tous les onglets, sachant que si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, R2DevOps c'est gratuit jusqu'à 10 projets. Donc il suffit d'aller sur r2devops.io. Si vous êtes sur gitlab.com, vous pouvez connecter votre organisation et commencer à avoir des métriques qui remontent. Et juste un mot rapide, et après j'ai terminé sur la marketplace open source, où là, pour le coup, il n'y a même pas besoin de s'inscrire, hein, c'est une marketplace totalement ouverte. C'est celle que vous avez devant les yeux, où il y a plein de blocs réutilisables de GitLab CI. Donc si vous avez besoin de créer des pipelines GitLab CI, au lieu de partir d'une feuille blanche, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand nous on est parti pour commencer à créer notre job, ici vous avez plein de templates prêts à l'emploi. Donc concrètement, par exemple, Docker Build, si vous voulez l'inclure dans votre pipeline, il suffit de faire une include comme ça. Et si vous voulez regarder comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a derrière, vous avez accès à tout le code. En 2 mots pour finir, avec ces best practices et que nous on a implémenté à travers R2DevOps, on se rend compte qu'on a finalement une meilleure expérience avec la création et la maintenance de pipeline qui est simplifiée, la CI/CD qui finalement est au service des équipes, c'est plus une galère, et une observabilité simplifiée. Pas besoin de prendre des semaines à remplir des Excel. On a tout qui remonte dans le dashboard tout de suite, mais qu'on a encore du chemin à faire. Il y a encore plein de points problématiques pour nous, et peut-être que vous en avez d'autres. Mais par exemple, comment tester facilement ma CI/CD en local, comment porter ma CI/CD entre les différentes plateformes, et comment simplifier le feedback pour avoir un feedback clair et rapide pour les devs qui utilisent la CI/CD. J'ai terminé ma présentation. Je suis allé un peu vite à la fin parce que le temps tourne. À la base, cette présentation, elle est prévue pour un créneau un peu plus long que ça. Donc, je suis désolé. Mais si ça vous intéresse, si je suis allé un peu vite et qu'il y a des points dont vous avez envie de parler, il y aura une session questions-réponses juste après. Et si vous voulez aller plus loin, il y a tous mes contacts ici. Vous avez même un QR code pour si vous voulez qu'on prenne un meeting de, je crois que c'est 30 minutes, celui-là, ou 20 minutes, pour en discuter plus en détail. Voilà, je vous remercie. Non, super. Merci beaucoup Thomas. Plaisir. C'est hyper intéressant. On a bien vu le parcours du problème jusqu'à la solution. Je pense que c'est des situations qu'on a tous beaucoup connues. Et on va prendre quelques questions. S'il y a des questions, si vous voulez réagir à ce que Thomas a fait, vous pouvez les écrire en commentaire. En attendant, peut-être, je te demanderai Thomas, si ce tout premier client qui vous avait fait vous rendre compte de toutes ces difficultés et de toutes ces, notamment failles de sécurité, etc., est-ce que vous êtes revenu vers lui avec cette solution pour lui expliquer un peu que c'est pas parce que tout était automatisé que ça y est, tout était réglé et qu'il y avait d'autres problèmes que vous arriviez à les résoudre? Oui, clairement, parce que une fois qu'on a tout implémenté et que notre presta était terminé, il s'est passé un petit moment entre ce moment-là et le moment où on a commencé à créer R2DevOps et qu'il soit disponible. Et il a vécu toutes les galères qu'on veut éviter avec R2DevOps, le fait de gérer tout ce qu'on avait
bâti à l'échelle et tout ce qui continue à évoluer. Il l'a vécu, il en a pas mal souffert, donc oui, on est retourné vers lui avec la solution et, euh, et clairement, bah, ça lui permet de simplifier tous ces points-là et de vraiment avoir une vraie CI/CD industrialisée et pas avoir de l'artisanat sur de l'artisanat sur de l'artisanat qui est ingérable à l'échelle. Donc oui, la réponse est oui et il en est bien content. Trop cool. Et Philippe demandait aussi si tu pouvais revenir juste un instant sur les risques de sécurité, de ne pas avoir un outil centralisé pour gérer sa CI/CD. J'ai un peu évoqué sur la récupération de certains aspects qui peuvent être. Enfin, tu augmentes ta surface d'attaque, mais si tu pouvais peut-être réexpliquer un peu plus cette partie-là. Sur la partie risque de Ouais, supply tout à chain fait. attack. Et Ok. la situation dans laquelle chacun va un peu faire les choses dans son coin avec sa propre implème, voilà, le fait de ne pas avoir un outil centralisé. Ok. Alors peut-être que ce sera plus parlant si on va regarder dans le dur ce qui se passe souvent dans une configuration CI/CD. Donc, ce qui se passe, moi, si je n'ai pas de normes, si je n'ai pas de standard, je suis développeur, ben, je vais venir créer, par exemple, un job. Je vais essayer de trouver un exemple concret. Euh, par exemple, celui-là, tiens, Docker Build. Donc, dans chaque projet, on va venir créer des jobs, et ces jobs, ils font appel à des dépendances externes. Donc, par exemple, ce job Docker Build, il va instancier une image qui vient d'ici, donc gcr.io, Canico Project Executor. Ça, c'est un registry Docker. En l'occurrence, celui-là, c'est un registry plutôt connu par la communauté, mais ça pourrait être, en tant que développeur, ici, je pourrais mettre n'importe quoi. Je pourrais mettre une image qui vient de Docker Hub, de un maintainer qui est je sais pas où et qui a avec aucune garantie sur le fait que ce qu'il y a dans l'image, c'est quelque chose de safe et que demain, ce développeur, bah, cette personne qui maintient, il va pas mettre quelque chose de malveillant ou même que lui-même va pas se faire pirater et que quelqu'un va mettre quelque chose de malveillant dans son image. Parce que le problème, si c'est pas ça, c'est que son image, moi, je la fais tourner dans ma chaîne CI/CD et que au moment où cette image elle tourne, euh, ça peut, en fait, ça a accès à énormément de choses de ma supply chain, donc des secrets, mon code, ça peut venir modifier mon code Git. En fait, ça a accès au cœur de mon développement. Et il y a plusieurs exemples récents, enfin récents, dans les dernières années, par exemple Solar, si je dis pas de bêtises, SolarWine, il me semble, qui se sont fait hacker au niveau de leur supply chain. Et du coup, là, les attaquants ont plus besoin de cibler les produits qui tournent, qui sont en production. Ils ciblent la supply chain, ils infectent le produit et toutes les instances qui sont déployées sont infectées. Donc ça peut être ça, ça peut être venir exfiltrer des secrets, des données depuis la CI/CD. Donc en fait, en faisant tourner des softwares comme ça dans notre supply chain, ben, on donne vraiment les clés à potentiellement un attaquant, à toute notre supply chain et à tout notre code. Je ne sais pas si c'était plus clair, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Je ne sais pas, Philippe, aussi. Yes, parfait. C'était Ouais, très clair. ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Mermaz qui demande quel conseil donnerais-tu à une entreprise qui souhaite mettre en place une CI/CD pour une appli mobile? Alors, je ne sais pas si c'est le côté mobile en particulier ou si c'est juste le fait de devoir mettre une CI/CD from scratch. La question, on peut peut-être partir de ça. Si aujourd'hui tu dois faire une CI/CD from scratch, qu'est-ce que tu conseillerais? Yes, c'était bien ça. Qu'est-ce que tu conseillerais, Thomas, comme quelques good practices? Ok, alors déjà, je pense que la première étape que je conseillerais, c'est avant de partir dans du développement ou dans l'usage de quoi que ce soit, c'est bien définir qu'est-ce qu'on veut faire dans sa CI/CD. Et souvent, le truc de départ, c'est de dire, OK, mon appli mobile aujourd'hui, quand je fais tout manuellement, comment je le fais? Identifier chaque étape qu'on fait manuellement et se dire, OK, ça va être un bloc d'automatisation. Par exemple, alors c'est pas le cas d'une appli mobile, mais si je reviens là, ben voilà, OK, mes tests unitaires,
je le fais manuellement. Ok, bah ça va être un job de CI/CD. Mes tests d'intégration, ça va en être un suivant. Création de release note, un suivant. Donc toutes ces étapes-là, bien les définir, avant, designer en fait le pipeline avant d'attaquer la rédaction. Et ensuite, une fois qu'on a notre pipeline designé, savoir à peu près quel outil utiliser pour lancer chaque étape. Et une fois qu'on a ça, l'idéal, évidemment, c'est de pas partir from scratch, mais c'est d'aller chercher des ressources existantes. Bah, typiquement, tu peux aller voir sur la marketplace open source, voir s'il y a des choses qui correspondent à tes besoins. Et si c'est pas le cas, mon conseil, c'est, si c'est la première fois que tu fais de la CI/CD au niveau de ton entreprise, c'est de, au début, faire un pipeline qui fonctionne pour un projet. Mais dès que tu as quelque chose qui fonctionne, rationaliser ce pipeline et en extraire des choses réutilisables. Je pense pas que ce soit une bonne idée de dire, avant même d'avoir quelque chose qui marche, de dire, OK, faut tout de suite faire des blocs réutilisables, parce qu'en général, c'est un peu trop lourd au début, mais juste créer le premier pipeline. OK, ça marche. Maintenant que ça marche, on en fait des blocs réutilisables. Et pour les prochains projets qu'on va avoir, on va pouvoir réutiliser ces blocs. Et évidemment, si tu as des blocs réutilisables, ben, je t'encourage à les partager et à les publier dans la marketplace open source. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé, mais cette marketplace-là, sur la DevOps, tout le monde peut contribuer, rajouter ses propres jobs. Très bon. Merci, merci Thomas pour cette réponse. Et on va terminer avec une dernière question de Roy sur la capacité à détecter les failles de sécurité applicatives sur les codebases via les pipelines. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible et qui est aussi rendu possible sur la DevOps? Alors, ouais, c'est complètement possible. R2DevOps lui-même, le produit, il se concentre pas là-dessus, il se concentre sur le fait de regarder les problèmes de sécurité dans le pipeline. Mais évidemment, dans le pipeline, trouver des failles de sécurité dans l'applicatif, ça se fait très bien. Par exemple, il y a plein d'outils qui existent, hein. Mais là, c'est un exemple. Par exemple, il y a Trivi Dependency, que vous pouvez utiliser à travers un template de la marketplace, hein, qui lui va se lancer, qui va regarder tous vos gestionnaires de dépendance. Il supporte pas mal de langages. Par exemple, si vous avez un package.json, un Go mode, tout ça, il va aller scanner ça. Il va voir toutes les versions utilisées et il va regarder sur les bases de données en ligne si les versions que vous utilisez n'ont pas des CVE. Et si c'est le cas, il va vous les remonter. Il va vous alerter, il va vous dire attention, telle dépendance, elle a des CVE. Il y a aussi des jobs de SAST. On a SLS Scan, il me semble, sur la marketplace. Voilà, SLS Scan, qui lui va scanner de façon statique votre code et va vous remonter s'il a détecté des problèmes de sécurité statique. Donc la réponse est oui, ça se fait très bien dans la CI/CD de détecter les problèmes de sécurité sur l'applicatif. Et voilà, franchement, explorer la marketplace, il y a plein d'exemples très emplois. Je me permets de poser juste une question rapidement. Ouais. C'est plutôt rapide à l'exécution, ça, en général? Parce que je sais qu'il y a des solutions, mais qui sont un peu lentes et les gens finissent par les enlever. C'est vrai que ça peut être le problème. Ça dépend vraiment des outils exécutés. Typiquement, SLS dont je parlais, celui-là, c'est un outil qui package beaucoup de choses. Alors, après, ça dépend ce qu'on appelle long, mais ça peut prendre quelquefois plusieurs minutes d'exécution en fonction de ce qu'il y a dans le repository. Mais oui, il n'y a pas de réponse universelle. Franchement, ça dépend vraiment des outils exécutés dans les jobs, la, la longueur que ça va prendre. Après, ça dépend aussi des runners qui font tourner ces jobs, quels sont leurs specs, est-ce qu'ils sont performants ou pas. Pas mal de choses à prendre en compte, mais tu soulèves une bonne question à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse. C'est toujours un trade-off entre combien de temps ça prend à exécuter et comment ça ralentit les développeurs, et, euh, et en même temps, est-ce que l'information que ça extrait est critique ou pas. C'est toujours, il faut arriver à le jauger. Cool. Merci. Et ben on va s'arrêter. Merci pour la précision, Roy, de ta question. On va s'arrêter là. Merci, merci Thomas pour cette présentation. C'était hyper chouette. Merci à tous aussi d'avoir participé. On prépare d'autres événements pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à aller checker R2DevOps, que j'appelais R2DevOps. On va appeler R2DevOps. N'hésitez pas à aller.
C'est Air to N'hésitez DevOps, mais ouais, ouais. pardon. Et ouais, n'hésitez pas, sur la marketplace, il y a plein de templates hyper cool qu'on peut accéder très facilement là tout de suite. Donc c'est un bon moyen d'aller checker aussi ce que vous faites. Et puis voilà, si vous voulez plus d'infos sur tout un tas de compétences autour de l'intégration continue, on en a pas mal aussi sur le passeport, passeport.dev. Donc voilà, on se voit bientôt. Bon appétit à tous et encore merci Thomas et merci à tous d'avoir participé. Bonne journée. Salut.